Largo Winch, une bande dessinée mondialement célèbre et deux auteurs belges plutôt discrets. On crée un personnage et on fait sa connaissance au fur et à mesure. Un personnage sans texte en bouche, c'est un personnage qui ne lit pas. Pour lever le voile sur leur méthode et leur collaboration, le documentaire a suivi le scénariste Jean Van Hamme et le dessinateur Philippe Franck chez eux à Bruxelles et dans le sud de la France, mais aussi en repérage à Hong Kong. Il n'y a pas beaucoup de place pour se battre, c'est un ancien petit machin. Mais surtout que ça se fait en descendant, quand l'escalator monte. Il était une fois Largo Winch, un documentaire inédit sur Public Sénat, samedi à 23 h. Bonsoir et bienvenue à votre 18h du vendredi. Dans l'actualité aujourd'hui, le mariage homosexuel autorisé au Portugal. Lisbonne a adopté le projet de loi du gouvernement socialiste cet après-midi. C'est le 6e pays de l'Union européenne à le faire. Un lycéen de 18 ans poignardé entre deux cours. Le jeune homme est entre la vie et la mort. Les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation ont fait le déplacement au Kremlin-Bicêtre. Un référendum sur une autonomie accrue en Martinique et un appel à la grève générale en Guadeloupe. Un an après le mouvement social qui avait paralysé les Antilles, la région redevient une poudrière. On en parle avec la ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard. La gauche de la gauche part en ordre dispersé pour les régionales de mars prochain. Les alliances éventuelles se négocient région par région. Dans 17 sur 22, l'expérience du front de gauche des élections européennes sera reconduite. Du coup, l'ancien leader du Parti communiste Robert Hue accuse Marie-Georges Buffet de rajouter de la division en s'alliant avec Jean-Luc Mélenchon. Pour autant, malgré 6 mois de négociations acharnées, les listes du front de gauche ne sont toujours pas bouclées. Sandra Sercara. L'union est un combat, aime-t-on dire au front de gauche. Celui de la désignation des têtes de liste au régional s'est transformé en lutte de place. Jean-Luc Mélenchon finit par céder la sienne au dauphin de Marie-Georges Buffet, mais à contre-cœur. C'était une idée que je trouvais excitante pour moi comme homme, comme militant. Je saurais quoi faire comme président de la région Île-de-France. Et puis après, il y a une discussion qui est nationale, vous savez ce que c'est, on se partage les créneaux à tenir. Mon ami Pierre Laurent sera à la tête de liste du Front de gauche et on va se battre comme des lions autour de lui. Vous savez, tout ça, c'est des affaires d'équipe, hein, ça marche jamais tout seul. Le parti de gauche prend la direction de 5 régions, dont le Languedoc-Roussillon et les Rhône-Alpes, soit une région de moins qu'espérée. Pour le Parti communiste, Jean-Luc Mélenchon a renoncé depuis le début, mais sans pouvoir l'assumer. Jean-Luc Mélenchon a eu l'occasion de dire qu'il considérait que le Parti communiste était l'aile marchande du front de gauche. Donc il reconnaît notre implantation en France et notamment en Île-de-France. Donc je crois que c'était légitime que nous dirigions la liste dans cette région. L'alliance entre Parti communiste et Parti de gauche est une fois de plus primordiale. Dans 17 régions sur 22, les deux partis tenteront de reproduire le succès des européennes. Voilà, le congrès du Front de gauche aura lieu ce dimanche au Palais des Congrès à Paris. La Hadopi installée, le ministre de la Culture a mis en place aujourd'hui la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, autorité prévue par la fameuse loi du même nom. Elle est présidée par Marie-Françoise Maret, conseillère à la Cour de cassation. Les premiers avertissements envoyés aux internautes qui téléchargent illégalement devraient être envoyés à partir du mois d'avril. Brice Hortefeux et Luc Châtel se sont rendus cet après-midi au lycée Darius Milhaud du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. C'est dans cet établissement qu'un lycéen de 18 ans a été poignardé par un camarade aujourd'hui. Le jeune homme est actuellement entre la vie et la mort. Il s'agirait d'une dispute personnelle entre les deux élèves. Il n'y avait pas de problème de sécurité dans cet établissement, d'après le président de la région, Jean Peluchon. Je vous le disais en titre, le Portugal autorise le mariage homosexuel. La loi a été adoptée en première lecture cet après-midi par le Parlement. Le Premier ministre José Socrates est venu en personne défendre ce texte qui répare, selon lui, des décennies d'injustice faites aux homosexuels. Il est vrai que jusqu'en 1982, l'homosexualité était un crime puni par la loi. Le Portugal est le 6e pays de l'Union européenne à adopter cette démarche. Tam Tranui.
C'est donc au tour du Parlement portugais d'autoriser le mariage homosexuel. Cette décision porte à 6 les pays européens autorisant cette union. Dès les années 80, le Danemark et la Norvège permettent les partenariats réservés aux couples de même sexe, un acte considéré comme révolutionnaire qui, avec le temps, fait tache d'huile en Europe. Depuis le début des années 2000, c'est l'accélération. Les Pays-Bas renforcent le mouvement en autorisant le mariage gay en 2001, suivi de près par la Belgique, les pays scandinaves et l'Espagne, où en 2005 la contestation a été très forte. Au contraire, le vote portugais a fait suite à un débat sans éclat. La droite se montre modérée, la société majoritairement catholique est réputée très conservatrice, indifférente. Le mariage homosexuel entre peu à peu dans les mœurs européennes. Approuvez-vous la transformation de votre département en une collectivité d'outre-mer dotée de règles différentes de celles de métropole? C'est la question à laquelle sont appelés à répondre les Martiniquais et les Guyanais ce dimanche. À la demande des élus locaux, un référendum sur une autonomie accrue est organisé. Mais d'après les sondages, le non l'emporterait. Pierre Bon-Joseph. Si les Martiniquais et les Guyanais disent oui au référendum lundi matin, la France pourrait compter 2 départements de moins et 2 collectivités d'outre-mer de plus. Un changement de statut prévu par l'article 74 de la Constitution et qui offre plus de souplesse aux collectivités, notamment en matière fiscale et sociale. Des adaptations réclamées par les élus. La population, elle reste plus circonspecte et craint de perdre au passage des aides financières nécessaires dans une économie locale malmenée. Annoncé en juin par le président de la République à Fort-de-France, cette évolution statutaire était l'une des réponses du chef de l'État au malaise social qui avait frappé les Antilles début 2009. Pas sûr que cet assouplissement soit perçu comme une amélioration. D'ailleurs, pour protester contre la hausse du prix de l'essence, le LKP appelle le 20 janvier prochain une grève générale en Guadeloupe. Effectivement, la Guadeloupe, elle a refusé de participer à une telle consultation et 1 an après la grève générale qui avait paralysé l'île pendant 44 jours, le mouvement contre la profitation appelle en effet à une manifestation demain et à une nouvelle action à partir du 20 janvier prochain sur ce sujet. 3 questions à la ministre de l'Outre-mer. Bonsoir Marie-Lise Panchard. Bonsoir. Vous êtes la ministre de l'Outre-mer. Quel est l'enjeu de ce référendum? Si les Martiniquais et les Guyanais disent oui, qu'est-ce qui va changer pour eux à partir de lundi? Bien évidemment, lundi, il ne s'en passera pas grand-chose puisqu'il faudra une loi. Ce sera appliqué, il faudra une loi organique. Le changement de statut va permettre de doter ces territoires plus de compétences et d'aller vers une plus grande autonomie. C'était le choix des élus. Ce débat avait été engagé, vous le savez, depuis 2003. Les élus de la Martinique et de la Guyane ont souhaité, avant la crise sociale, relancer le débat sur l'évolution institutionnelle. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a organisé cette consultation. Donc si le oui l'emporte dimanche, le gouvernement va engager une négociation sur la base de la délibération qui avait été prise par les 2 collectivités pour demander cette évolution institutionnelle de manière à préparer la loi organique qui sera présentée au Parlement. Alors, d'après les sondages, ce sera non, à 59% d'après une dernière étude. C'est pourtant, vous l'avez dit, un scrutin qui a été demandé par les élus locaux. Comment vous expliquez cette divergence entre les élus et la population d'Outre-mer ? Parce qu'au moment où les élus ont effectivement fait cette demande, entre-temps, il y a eu une crise que vous connaissez. Et aujourd'hui, peut-être que la demande des compatriotes de la Martinique et de la Guyane est plutôt sur une réponse par rapport à leurs préoccupations. Parce que pour eux, peut-être que la question du statut n'est pas une question essentielle. C'est forcément des questions qui concernent leur quotidien, l'amélioration de leur vie, les problèmes d'éducation et de santé. Je crois qu'il faut attendre dimanche soir pour pouvoir mieux interpréter les résultats avant de tirer un certain nombre d'enseignements. Mais ça veut dire que la réponse institutionnelle administrative n'est pas une réponse adaptée aux problèmes des... La réponse institutionnelle n'est pas toujours une réponse. Ce qui compte, effectivement, c'est d'abord de déterminer un projet de territoire et à partir de ce projet de territoire, de voir quel est le meilleur statut qui permet de le réaliser pour répondre aux problèmes de ces départements et régions d'outre-mer, notamment pour assurer leur développement économique et social dans leur environnement régional. Alors, si c'est non, les Martiniquais et les Guyanais auront à se prononcer sur une seconde question le 24 janvier prochain, la création d'une collectivité unique qui donc réunirait les compétences du département et de la région. Est-ce que ce ne serait pas un casse-tête administratif? Non, au contraire, cette question vise à simplifier l'organisation actuelle parce que vous savez que nous sommes sur des départements, ce sont des régions monodépartementales où vous avez 2 assemblées, le département et la région, où il y a un enchevêtrement des compétences du fait qu'elles ont aussi la compétence générale.
en proposant une collectivité unique, c'est une volonté de simplifier, d'avoir, je dirais, une lisibilité beaucoup plus grande pour le concitoyen. Et c'est aussi une réponse qui va dans l'efficience, qui va aussi dans la simplification administrative et puis dans la réduction des dépenses publiques. Alors, je le disais, la Guadeloupe, elle n'a pas souhaité organiser un tel référendum sur son territoire. Elle est à nouveau au bord de l'implosion, notamment à cause d'une nouvelle hausse des prix du carburant. Le mouvement contre la profitation appelle à une manifestation demain, à une grève générale à partir du 20 janvier. Et nous sommes en ligne avec Elie Domota, le leader de ce mouvement contre la profitation. Bonjour. Bonjour. Pourquoi appelez-vous, un an jour pour jour après le mouvement social, à une nouvelle grève générale ? Nous appelons à une manifestation le samedi 9 dans les rues de Pointe-à-Pitre et nous n'avons pas encore défini les modalités et les méthodes d'organisation de nos prochaines manifestations. Je crois que la date d'anniversaire du 20 janvier, c'est une date qui court dans les esprits et nous avons prévu depuis la semaine prochaine un certain nombre d'événements et de manifestations. Et pour l'anniversaire du LKP, nous serons très certainement dans les rues en train de manifester. Alors pour répondre plus précisément à votre question, aujourd'hui, une nouvelle hausse du prix de l'essence. Or, les problèmes qui ont été posés ne sont toujours pas résolus. Contrairement à ce qu'avait annoncé l'État, la SARA a reconnu publiquement qu'elle détenait des sommes, qu'elle était prête à nous restituer ces sommes-là dans le cadre du Fonds pour la formation professionnelle, alors qu'il nous a toujours été dit que nous n'avions pas été escroqués. La SARA a reconnu également publiquement, lors de la dernière réunion de l'Observatoire des prix, qu'elle stockait du carburant dans des cuves qu'elle louait à Sainte-Lucie, une anglophone de la Caraïbe, ce que l'État a toujours nié. Aujourd'hui, les langues commencent à se délier. Le préfet a pris un arrêté préfectoral pour augmenter l'essence aussi bien en septembre qu'au décembre dernier. Et cet arrêté remet en cause le décret de 2003 qui n'est toujours pas ni abrogé ni modifié. Alors nous avons déposé un recours en annulation devant le tribunal administratif. À la journée d'aujourd'hui, nous n'avons aucune réponse. Et aujourd'hui, tout le monde est très gêné au niveau des services de l'État car nous avons mis le doigt sur un dossier particulièrement brûlant où il est révélé aujourd'hui que le ministère du Budget garantit à la compagnie, aux compagnies pétrolières et régulièrement à la raffinerie, des marges bénéficiaires totalement en illégalité avec le droit français et le droit européen. Et aujourd'hui, demandons une seule chose, justice et vérité sur ce dossier-là. Alors qu'avez-vous à dire, que souhaitez-vous dire à la ministre de l'Outre-mer qui est sur ce plateau et qui vous écoute ? Eh bien, simplement que nous demandons justice et vérité sur ce dossier-là, que les sommes que le secrétaire général de la SARA a reconnues avoir en leur possession, que ces sommes soient restituées comme convenu dans un fonds pour la formation professionnelle, que toute la lumière soit faite sur le stockage de carburant dans les îles anglophones, que les hausses d'essence soient annulées parce que les arrêtés préfectoraux sont totalement illégaux car remettant en cause la hiérarchie des normes en droit français. On va écouter la réponse de la ministre. Et également, je finis, je vous prie, et également de mettre fin au monopole des compagnies pétrolières qui imposent aux gérants de stations-service de ne pas appliquer le prix plafond. Marie-Luce Panchard. Je ne vais pas rentrer dans une discussion technique sur la fixation du prix des carburants en Outre-mer d'une manière générale. Il y a eu 2 rapports qui ont posé très clairement les conditions dans lesquelles ces prix sont fixés, puisque nous sommes sur des prix administrés. Aujourd'hui, nous avons engagé une réforme. Les premiers éléments de cette réforme seront en application avec un décret qui va apparaître très prochainement, puisqu'il a fallu, à partir du travail que j'ai fait au mois de septembre et octobre, mettre en consultation ce décret auprès des collectivités locales. Donc il y a un délai qu'il fallait respecter. Mais pourquoi cette nouvelle hausse du prix des carburants ? Parce que tout simplement, dans le cadre de cette révision, de cette réforme du prix des carburants, le prix du Brent augmente de manière régulière depuis le mois de février, date à laquelle où le prix du carburant avait été gelé. Donc on ne peut pas rentrer dans une situation qui consisterait à laisser le prix des carburants gelé pendant 1 an, voire 2 ans, le temps que nous fassions cette réforme, parce que cette réforme, elle est compliquée, parce qu'elle pose l'avenir de l'outil industriel qui est à la SARA et qu'au bout du compte, il y a des emplois en jeu. Donc nous faisons une sorte
sortie progressive du gel qui avait été fixé au mois de février et nous engageons parallèlement le travail, notamment avec la mission complémentaire de l'ANAC qui nous permettra d'examiner différents scénarios. Ces scénarios seront présentés aux autorités locales parce qu'à un moment donné, il faudra faire un choix politique sur les conditions d'approvisionnement en carburant de ces territoires. Vraiment d'un mot, l'industrie du tourisme enregistre déjà une baisse de 30% en Guadeloupe. Est-ce que la Guadeloupe pourrait survivre à un deuxième mouvement social ? Vous voyez que lorsqu'on dit que la Guadeloupe est une poudrière, ce que je ne crois pas, puisque aujourd'hui on sait très clairement que les Guadeloupéens sont fatigués et qu'ils n'ont plus envie de suivre le collectif tel qu'ils l'avaient fait au mois de février. On peut mettre en place tous les dispositifs, lancer toutes les campagnes de communication pour relancer la destination, nous n'y arriverons pas. Je crois qu'il faut retrouver un peu de stabilité sur ce territoire. En plus, ça ne veut pas dire que le gouvernement n'a pas tiré des enseignements, puisque dans le cadre du tourisme, des actions très fortes sont mises en place pour soutenir cette activité, qui est une activité essentielle pour l'avenir de ces territoires, mais ça doit aussi passer par, je dirais, un dialogue social et par une cessation, je dirais, des relances sans arrêt d'une tension qui n'existe pas et qu'on veut aussi mélanger dans un contexte un peu festif qui est le carnaval. Merci beaucoup Marie-Luce Planchard d'être venue sur ce plateau. Merci aussi à Elie Domota qui nous a répondu en direct par téléphone. C'était un imam islamiste radical qui incitait à la violence et qui appelait à la lutte contre l'Occident. Voilà comment Brissortefeu décrit Ali Ibrahim El Soudani, imam de Pantin qui vient d'être expulsé vers son Égypte natale. Depuis 2001, 129 islamistes radicaux, dont 29 imams, ont subi le même sort. Thomas Raguet. Il est un peu plus de 13 heures. Les fidèles de la mosquée de Sevran se recueillent. Par manque de place, ils sont nombreux à prier à l'extérieur, par moins 5 degrés. À l'intérieur, c'est un imam marocain qui prêche en arabe. Comme c'est le cas pour un imam sur deux, il ne parle pas français, mais ses paroles sont traduites au fur et à mesure. La tradition de l'islam et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'être dans le juste milieu, pas être dans les extrêmes, pas être dans l'abus, pas être dans les extrêmes de la religion. Un appel à la tolérance pour ses fidèles. Ici, les prêches politiques sont proscrits. Une évidence pour les pratiquants. On doit toujours suivre la loi. C'est la loi, il faut toujours respecter la loi. Et l'islam, c'est une religion qui appelle vers la paix, pas vers la haine. Mais pour autant, ici, on ne comprend pas l'expulsion en urgence de l'imam de Pantin. Si cet imam, normalement, était contre l'Occident, il est contre la France et contre les valeurs de la République, il doit passer au tribunal. Nous aimerions bien que cet imam sera jugé s'il a fait tout ça. Pour certains fidèles, la solution est dans la formation d'imams français. Les imams qui parlent souvent en France, ils ne connaissent pas bien le français. Donc la personne va utiliser des mots, ils peuvent être compris d'une autre façon. Donc le problème il est là. Et puis comme on dit, il faut faciliter, si on veut en islam de France, il faut faciliter des écoles pour pouvoir former des imams de France. Une formation existe pourtant depuis 2 ans au sein de l'Institut catholique de Paris, étrangement. Langue française, code civil, code de la famille, on y enseigne les valeurs républicaines. 50 imams en sont déjà sortis. Ils deviennent des cadres cultuels qui ont un dialogue explicite avec le service des cultes, le ministère de l'Intérieur. Ils acquièrent une espèce de légitimité publique plus importante. En revanche, aucune formation théologique n'est dispensée. Le Coran, lui, s'apprend à la mosquée. Peut-on contrôler les imams de France? C'est l'objet de notre oui-non. Et pour parler de ce sujet, 2 invités. Odon Vallée, historien des religions, bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Malek Chebel, anthropologue des religions. Je signale l'apparition de votre dernière traduction du Coran, voilà, qu'on va peut-être voir s'afficher à l'écran. Je le remontre. Cette procédure d'expulsion vous surprend-elle tous les deux, Odon Vallée? Écoutez, non, ça ne me surprend pas, mais c'est quand même un cas exceptionnel. La grande majorité... Rare. Oui, la grande majorité des imams vivent normalement en France. Certains ont été formés à l'étranger, d'autres en France. Il est évident que c'est pareil pour tous les cultes, puisque la France ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte, d'après la loi de 1905. Il y a des prêtres catholiques qui sont formés à Rome, d'autres en France, d'autres ailleurs. Normalement, ça ne pose pas de problème majeur dès lors que ces ministres du culte ne contreviennent pas aux lois de la République.
Alors, il concluait apparemment cet imam, d'après ce que j'ai lu, ses prières du soir par une malédiction contre les juifs et les occidentaux. Il priait pour qu'Allah accepte les martyrs de l'islam dans son vaste paradis. Est-ce que vous considérez que ce sont des prêches radicaux? Ah, totalement, oui. De toute façon, nous avons eu un cas similaire avec l'imam Bouziane, Lyon-Vénissieux, il y a quelques années. Apparemment, la procédure n'était pas réglementaire, donc il est revenu, on n'entend plus parler. Mais dans ce cas de figure, si c'est vraiment ce qu'il dit à la mosquée, c'est vraiment un islam intégriste et qui porte préjudice à l'islam. Il faut vraiment que les téléspectateurs comprennent que ça n'est pas une volonté d'exclure quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. C'est qu'en l'espèce, il porte préjudice, évidemment, à l'Occident, à l'islam, parce qu'il fanatise les jeunes qui ne connaissent pas très bien le Coran. Mais en plus, il porte préjudice aux musulmans, les musulmans que vous faites parler, qui sont modérés, qui vont à la prière et qui ne posent aucun problème. Et est-ce que la dénonciation de prêches islamistes radicaux qui appellent à la violence est efficace, à votre avis, pour lutter contre le terrorisme? Évidemment. Ça fait des années et des années qu'on le demande. Parce que vous ne pouvez pas lutter contre des gens qui fanatisent les jeunes, dont le but véritable est de les envoyer à la djihad internationale. Donc vous ne pouvez pas lutter contre eux, dans la mesure où justement ils leur font miroiter toute une série d'avantages, de plus-values symboliques et autres, qui n'existent pas du reste. Hein. Oui, mais il y a d'autres moyens de répandre de telles idées. Il y a Internet, il y a des prêches sonores, sur cassette. Je crois tout à fait, il y a plein de moyens avec les nouvelles technologies, mais il faut rappeler qu'historiquement, c'est pas la première fois que ce type de problème se produit. Fin 19e siècle, la Troisième République a expulsé les congrégations religieuses, a nationalisé des séminaires, parce que, disait-on, l'Église catholique apprend aux futurs prêtres, apprend aux élèves des collèges catholiques à lutter contre la République et à promouvoir la restauration de la monarchie. Donc c'est pas nouveau. Je crois que la République a toujours eu des problèmes avec certains cultes, mais ces problèmes, ces tensions ont pu s'apaiser par la suite. Il y a une phase un petit peu délicate. Grâce à des expulsions? Non, pas forcément, grâce à des réconciliations. Il y a eu des réconciliations. La Grande-Bretagne, par exemple, a longtemps laissé les imams prêcher ce qu'ils voulaient sur son territoire. Non, mais c'est fini depuis les attentats. C'est fini. Alors, il y a une tension générale à l'heure actuelle dans le monde entre les diverses religions. Il y a un retour des intégrismes catholiques, juifs, musulmans, protestants. Mais il ne faut pas généraliser. Je crois que une expulsion comme celle-là concerne une personne qui était manifestement dans sa propre religion extrémiste. Et dans toutes les religions, il y a, il faut bien le dire, des extrémistes et qui prêchent la violence. Alors, Brice Hortefeux indique qu'il a demandé à ses services de redoubler de vigilance et que cet imam était sous surveillance depuis 2008. Ça veut dire que les imams sont... Comment les imams sont surveillés, en fait? C'est déjà le décryptage de leur discours. Quel est leur discours au niveau des prêches? Quelle est leur position personnelle sur le plan philosophique par rapport à la laïcité, par rapport à la femme, par rapport à l'Occident, etc. Ensuite, est-ce qu'ils ont une capacité ou pas, est-ce qu'ils ont vocation ou pas à fédérer autour d'eux des jeunes? Et dans quelle direction ils les orientent? Donc il y a toute une série de mécanismes, si vous voulez, d'observation plus ou moins lointaines, plus ou moins rapprochées, qui nous permettent de savoir que, par exemple, à l'islam du côté d'Aulnay-sous-Bois, je pense que les services les surveillent, les contrôlent, parce que justement, ils manipulent Internet et là, leur endoctrinement passe par le biais d'Internet et par le biais de Dailymotion et tout ça. Donc il faut et je pense que les services français le font bien, d'une certaine manière, contrairement à l'Angleterre, justement, qui, depuis des années, laissait faire. Qui les connaissait, mais qui laissait faire. Ali Ibrahim el-Soudani, apparemment, était en situation irrégulière sur le territoire français. Ça nous fait poser la question, d'où viennent les imams? Est-ce que n'importe qui peut être imam, comme ça? Mais l'islam sunnite est une religion non cléricale. Hein. L'islam chiite est assez clérical, mais pour l'islam sunnite, un homme de prière est un imam, mais ce n'est pas un homme au-dessus des autres. Ce n'est pas un homme qui a des pouvoirs sacramentels comme un prêtre. Un pouvoir d'influence par son prêche. Je crois qu'en réalité, le vrai pouvoir de l'imam est lié à la connaissance de la langue arabe. C'est que l'islam est une religion qui donne une place à part à cette langue. Or, beaucoup de Français, y compris musulmans, ne connaissent pas l'arabe.
Et donc, les imams maîtrisent cette langue, c'est ce qui leur donne, je dirais, un certain pouvoir intellectuel. De la même façon, dans le judaïsme, il y a la question de la connaissance de la langue hébraïque, et les rabbins tirent un certain prestige de cela. Et n'oublions pas qu'autrefois, au temps où le latin était la langue de l'Église catholique, les prêtres tiraient un prestige énorme de cette connaissance du latin. Mais sinon, il ne faut pas généraliser. L'islam est une religion relativement peu cléricale. Alors ça nous fait quand même nous poser la question de la formation des imams. C'est la question que nous avons posée aux internautes, téléspectateurs, via notre partenaire le nouvelobs.com. L'État français doit-il aider à la formation des imams? Les Français répondent non, enfin les Français, les téléspectateurs en tout cas, répondent non à 79%. C'est assez tranché. C'est aussi votre avis? Vraiment d'un mot? D'une certaine manière, et paradoxalement, ça veut dire que les Français considèrent que les musulmans sont suffisamment adultes pour mener leur propre formation d'imam. Et qu'à l'intérieur même de l'islam de France, il y a des mécanismes qui permettent de séparer le bon grain de l'ivraie et de dire que tel imam est un imam intégriste, que les musulmans ne l'acceptent pas, et qui plus est, même connaissant la langue arabe, certains parlent en effet la langue arabe, mais ils ne connaissent pas le Coran. Et être imam n'est pas donné à tout un chacun, il faut une certaine formation, à commencer par la connaissance théologique des textes. Et ça, c'est très important. Il y a bien sûr la langue, bien sûr, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de diplôme, mais quand même, il y a, si je puis dire, quand même, vous faites jurisprudence chez vous, au sein de la mosquée. Si vous êtes imam et vous n'avez pas de croyants, ça sert à rien. Ce sont les croyants qui font l'imam. Vraiment oui ou non? Vous êtes d'accord avec les téléspectateurs ou... Écoutez, je pense que la République est laïque, donc c'est aux religions d'assurer la formation des ministres du culte, à l'exception de l'Alsace-Moselle, où il y a une faculté de théologie protestante et une autre catholique. On a d'ailleurs envisagé une formation des imams à Strasbourg. Pour l'instant, ça n'a pas encore abouti, mais pour le reste de la République, non. L'État n'a pas à s'en occuper. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être venus nous éclairer sur ce sujet. Aujourd'hui encore, les hommages à Philippe Séguin continuent d'affluer, mais l'un des témoignages qui a le plus marqué, c'est celui de Jacques Chirac. L'ancien président de la République s'est rendu dès hier au funérarium se recueillir sur la dépouille du premier président de la Cour des comptes. On l'écoute. J'ai perdu un ami et j'ai conscience que la France vient de perdre un grand serviteur. Alors, il y a de quoi être aimé. Quelle est la dernière image que vous garderez de lui? Oh, celle de son regard pétillant d'intelligence et d'amour pour la France. Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir. Vous êtes politologue et président de la société de conseil CAP. Qu'est-ce que vous retenez de ce témoignage de Jacques Chirac sur Philippe Séguin? Eh bien, il illustre la réaction de l'ensemble du personnel politique, de Marie-Georges Buffet à Marine Le Pen. Mais ce qui frappe sur cet exercice rituel de communication, qui est un hommage à un homme politique, c'est le hiatus, le contraste entre sa profondeur, son unanimisme, et puis la relative modestie de ce qu'a été la carrière politique de Philippe Séguin. Terminé premier président de la Cour des comptes, même s'il lui a donné du lustre de l'indépendance. On a en tête l'utilisation des sondages confidentiels à l'Élysée, les jugements sur le non-départ, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Ça veut dire que les hommes politiques, dans cet exercice rituel, sont attentifs à l'idée qui se font de ce que pensent les Français du disparu. C'est une façon de solder les comptes. Alors, trois raisons sans doute essentielles. La première, Jacques Chirac le dit, une raison sans doute symbolique. Philippe Séguin a toujours été au service de la France. Il pensait que la France était au-dessus des Français et donc que la fonction politique devait être au-dessus de l'homme. La seconde, une raison personnelle, un homme qui fait passer ses convictions avant sa carrière. On a en tête son départ en 99 de la présidence du RPR et de la liste commune conduite avec Nicolas Sarkozy. Et puis la troisième, une raison idéologique, c'est que avant les autres, à gauche, il y avait Jean-Pierre Chevènement, à droite Philippe Séguin. Pour au début des années 90, parler de République de nation. Il faut se souvenir qu'à l'époque, c'était ringard. Les Français s'y sont ralliés à la moitié des années 90. Ça fait l'élection de Jacques Chirac évoquée. Et puis maintenant, du coup, le personnel politique, dans ses hommages, du coup, solde le rapport à l'opinion concernant ce hiatus. On peut y avoir une vision cynique des choses. On pourrait se dire, bon, c'est l'hommage du vice à la vertu. Je crois qu'on peut retenir aussi la version positive. Ça veut dire que ceux qui rendent des hommages ont l'idée que ça devient un étalon, les mérites qui ont été énoncés, et donc il faut essayer d'y tendre et d'en être à la hauteur. Merci beaucoup Stéphane Rosès. Dernière partie de ce 18h, la chronique parlementaire avec Delphine Girard. Bonsoir Delphine. Bonsoir Caroline. Alors est-ce que les sénateurs vont démarrer l'année comme ils l'ont terminée?
Bien, souvenez-vous, nous nous étions effectivement quittés en 2009 avec des sénateurs plutôt frondeurs sur de nombreux thèmes, sur la réforme de la taxe professionnelle, sur la baisse de la TVA dans la restauration, sur l'inscription de la Suisse sur la liste noire des paradis fiscaux, ce qui avait même fait dire aux députés socialistes que le Sénat était redevenu une chambre des débats et l'Assemblée nationale était reléguée au rang de simple chambre d'enregistrement. Et alors ça continue en 2010, même si pour l'instant la session n'a pas encore repris. Oui, vous avez raison, la session n'a pas encore repris, mais depuis une semaine, on parle à nouveau du Sénat. Il y a d'abord eu la taxe carbone qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Souvenez-vous, ce sont les parlementaires socialistes qui ont demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le non-respect du principe d'égalité devant l'impôt. Là aussi, donc les sénateurs ont eu gain de cause, mais il y a également une autre actualité qui a fait parler du Sénat cette semaine, c'est la gestion de la pandémie de grippe A. Souvenez-vous, il y avait eu un rapport du sénateur centriste du Val-de-Marne, Jean-Jacques Gégou, un rapport très critique qui estimait qu'il y avait des quantités astronomiques de vaccins qui avaient été commandés. Et là aussi, donc les sénateurs avaient été plutôt clairvoyants en la matière. Et le temps fort de la rentrée parlementaire ? Eh bien, là aussi, les sénateurs ont plutôt vu juste, car le premier débat qui aura lieu mardi 12 janvier dans l'hémicycle est consacré à la pénibilité, l'emploi des seniors et l'âge de la retraite. Et vous le savez, ce sera le plus gros chantier de l'année 2010, un chantier explosif. Beaucoup d'intuition donc pour nos sénateurs. Merci Delphine, à la semaine prochaine. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, Bibliothèque Médicis avec Jean-Pierre Elkabbach, le thème Dieu et le diable. Et comme toutes les semaines, je vous retrouve à 22h en direct. Et mon invité pour commenter l'actualité, c'est le dessinateur Vial. Très bonne soirée.